puis, comme je vous l'avais dit avant la séance, Catherine Roudet, qui est donc chercheure en histoire du cinéma, qui nous fait un peu un point sur, au moment où le film a été montré en France et a été utilisé par des cinéastes français comme objet aussi de propagande, qu'est-ce qui se passait en France à ce moment-là. Voilà. Je sais que vous avez préparé des questions pour Patricio. Mais avant de vous laisser la parole, je vais peut-être demander à Patricio de nous raconter un peu comment, parce que quand on vit dans un pays et qu'il se passe quelque chose et qu'on est cinéaste, bien évidemment, l'élan de vouloir filmer est très grand, mais je voulais lui demander s'il se souvenait dans quel état d'esprit il a engagé ce film, qui est la première année, et puis ensuite le film, Patricio a continué à tourner pendant le gouvernement Allende, et donc ça a donné la bataille du Chili. Dans quel état d'esprit il était pour faire ce film, et comment il s'est organisé pour pouvoir tourner quelque chose qui est une chronique où on a l'impression que tout se passe en même temps, et qu'il est à tous les endroits en même temps. Alors, oui, t'entends. Je viens de sortir d'une école de cinéma à l'époque là, et je suis très enthousiaste pour le gouvernement d'Allende. C'est la première fois que Chili a été gouverné par un gouvernement socialiste de gauche, et j'ai pensé que le meilleur projet pour commencer ma carrière, c'est mon premier film. Et c'est faire un film documentaire qui montre l'enthousiasme, la participation des gens en général. Non un film de dirigeants ou de parlementaires ou de même Allende, sinon un film de la masse même qui est dans les rues, enthousiaste, qui marche, qui chante. Et c'est ça que j'avais fait avec une équipe de 3 personnes. C'est moi-même comme réalisateur, un ingénieur de son qui est en même temps producteur, et un caméraman qui a 18 ans. Et c'est son premier long métrage aussi. Et on a une petite caméra à reflex et un petit enregistreur qui s'appelle Perfecton, c'est comme les nagras. Et on a un petit budget pour faire des petits voyages dehors Santiago, mais tous les films c'est pratiquement à Santiago du Chili. C'est pas un film analytique, c'est un film enthousiaste, c'est un film de participation, et je suis enthousiasmé de faire mon premier film. On ne pense pas si sera bon ou mauvais, bien ou bon ou mauvais, sinon qu'on parte parce que l'action de la réalité te pousse à travailler dans ce sujet populaire, massif, etc. C'est un typique film de cinéma vérité, mais en Chili, on ne connaît pas le cinéma vérité. On a vu qu'un film de cinéma vérité, mais ça n'importe rien. C'est le même enthousiasme qui règne dans tout le monde avec les petites caméras et les succès qui passent dans la société. Oui, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu peux partir avec une petite caméra et que tu peux filmer ce qui se passe là, à ce moment, au moment présent. Tout à fait, c'est comme un miroir de la réalité. On a divisé les plans de tournage en mois. On a écrit un petit scénario, mais c'est 15 pages. C'est par exemple janvier, février, mars, avril. On fait un scénario chronologique. Parce qu'on savait qu'Allende nationalisera le charbon le mois de mai, que Fidel Castro vendra à la fin de l'année, que le cuivre sera nationalisé dans le mois de mars, par exemple. Donc on a fait ça et on tourne selon les événements. Et c'est un film avec beaucoup d'humour, parce que les gens sont tellement contents au Chili, tellement enthousiastes qu'il y a des situations comiques, comme ce petit enfant qui raconte un combat naval chilien de l'indépendance, qui a fait une merveilleuse traduction, une synchronisation très difficile à faire. Donc j'ai mis des anecdotes, des choses comme ça dans les films. Le problème de les films, c'est que je ne montre pas les adversaires d'Allende. Ils sont dehors. Je suis uniquement dédié à une partie du pays. Mais l'autre partie qui déteste Allende, il n'est pas là. Et dans mon second film, oui. Mais dans cette première, non. Donc on peut dire que c'est un film de propagande.
Oui, peut-être. Mais je suis très content d'être propagandiste d'Allende. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Il y a un micro qui va arriver. Là, Karine, là, juste devant toi. Oui, c'est ça, oui. Monsieur Guzman, bonjour. Voilà. C'est pour savoir en fait pourquoi vous avez pris que les 3 années d'Allende seulement et dans ce film, pourquoi vous avez pris que la première année et pas les 2 dernières? Pourquoi tu as arrêté le film juste une année d'Allende? Pourquoi tu n'as pas continué le film et fait la suite? Bueno, j'avais continué. Dans le prochain film s'appelle La bataille du Chili, qui sont 3 films. C'est une trilogie. Et je raconte Allende jusqu'à la fin, jusqu'à le coup d'État. C'est la suite. Mais est-ce que tu avais l'impression que cette première année, quand vous avez arrêté le film et monté, tu avais l'impression que c'était une année charnière, une année clé? Non, c'est pas une année clé, la première année. C'est le commencement, c'est le début, c'est l'enthousiasme, c'est quelqu'un qui ouvre les portes au pays pour une aventure politique complètement différente à toutes les choses qu'on a vécues dans l'histoire de ce pays. C'est comme la première fois d'une chose, c'est comme un peuple qui est amoureux de son président et son programme. Donc c'est ça la raison principale pour faire le film. Mais c'est pas l'année principale. L'année principale c'est le second et le troisième. Parce que ça commence les problèmes. Les États-Unis bombardaient le Chili avec beaucoup de restrictions économiques terribles. Et la droite s'organise d'une façon aussi efficace. Donc les deuxième et surtout les troisième années, c'est énormément complexe que la première année. En fait, tu veux dire que cette première année et ce premier film est un film d'amour? Oui, d'amour, d'enthousiasme, comment dire, de foi. Une autre question? Oui, monsieur là. Bonjour. Voilà. Je voudrais savoir dans quel but vous avez fait ce film et comment vous avez récolté les images. Comment j'avais récolté, ça veut dire comment j'avais tourné? Oui. Non, c'est moi. Vous étiez combien? Nous sommes 3 personnes. Et vous avez tous tourné tous ensemble? Oui, nous sommes 3 personnes avec une seule caméra et nous sommes dans la rue presque tous les temps. On court derrière Allende ou derrière quelques manifestations et nous sommes exténués mais enthousiastes. Et on continue. On a un véhicule, un Citroën de chevaux. Les chevaux. Et donc, c'est notre infrastructure. Tu vois, une caméra, des chevaux, des appareils de son, et on a presque, j'ai oublié la quantité de matériaux qu'on a tourné. Je pense qu'à première vue, ¿cuánto dura hacer eso? 10,000 pièces, o sea, alors, je pense que 9 heures de matériaux en 16 mm. 9, oui, 9, 9. Oui. Oui. Et ça fait combien de temps que vous avez mis combien de temps à faire le film en fait? Une année de tournage. Non, mais après pour monter tout ça. Oui, une année de tournage et alors 4 mois de montage. Et des sons, de la mixage et tout ça. Et pourquoi vous l'avez sorti juste récemment en fait? Ah non, le film, il a été montré à l'époque. En fait, en France, quand le film a été terminé, le cinéaste Chris Marker a récupéré le film, a fait le prologue qui explique la situation, a fait le doublage des voix, a fait le commentaire. Et le film, Catherine, tu vas me dire si c'est juste, le film a été prêt pour le montrer en France courant 1972. C'est ça, hein? Début 72. Et il a été donc montré en France à ce moment-là. Il n'a pas eu beaucoup de succès en France à ce moment-là. Ce n'est que après le coup d'État,
en 1973, que le film a eu beaucoup de succès et a été montré en France d'une façon assez systématique. Mais vous l'avez montré au Chili tout de suite? Oui, il y avait un festival de cinéma à Santiago et il y avait présenté les films dans le mois de mai, je pense, de 1972. Et alors, comment ça s'est passé quand vous avez montré le film? Bien, dans la sortie même, pour la sortie, on a fait 6 copies 35 pour Santiago, les principales villes du pays. Et c'est pas un film important du point de vue du public, mais il y a un bon mouvement intéressant. C'est un film moyen, dans la moyenne, et tout le monde est surpris parce que c'est le premier documentaire qui passe dans le cinéma en 35 mm et d'une façon publique. Avant, on n'y a aucune expérience documentaire au Chili. Donc ça marche très bien. Et tu disais tout à l'heure que les gens venaient voir parce qu'ils venaient se voir au cinéma. Exactement. Dans les mines de charbon, par exemple, les mineurs viennent à voir le film parce que comme il a vu qu'il avait fait le film, peut-être je suis dans l'écran et il rapporte à la famille et tout ça. C'était comique et agréable. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'après le coup d'État, le film a été perdu. La version espagnole a été perdue. Oui, c'est l'armée qui a réquisitionné les négatifs. Ah, l'armée a réquisitionné le négatif et donc le film a été détruit du coup. A été détruit les négatifs et les copies qui circulent, qui sont dans quelques cinémas, sont détruits peu à peu. Tout le monde cache ça parce que c'est un matériau complètement anti-Pinochet. Donc les gens ont peur de ça et ils cachent les bobines partout. Donc le film a été perdu. Et c'est à cause de la copie. Et c'est Catherine qui a retrouvé une copie de cette version française du film à Besançon. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que c'est un film qui vient juste de sortir, parce qu'il vient d'être retrouvé. Une autre question? Oui? Et monsieur, pourquoi que ce moment de l'histoire du Chili et pas ceux d'avant? Parce que je me suis un peu informé sur le Chili et il y a bien eu d'autres coups d'État avant. Mais pourquoi que ce moment-là? Non, au Chili, il n'y a pas beaucoup de coups d'État. C'est un pays qui est énormément différent à les autres pays de la région. Par exemple, la Bolivie a presque 200 coups d'État. Et Venezuela a des coups d'État, Brésil a des coups d'État, l'Argentine beaucoup de coups d'État, mais par des raisons très spéciales. Dans le Chili, il y a une stabilité de les institutions. Donc, c'est notre premier vrai coup d'État, les coups de Pinochet. Ce moment-là, vous le trouvez plus important que les autres? Et ça veut dire, c'est l'État qui m'a touché à moi. Ça veut dire, j'ai passé par une prison, etc. Pour moi, c'est le plus important, parce que c'est moi c'est la victime, bien sûr. Vous avez été persécuté par l'armée aussi? Oui, j'étais 15 jours dans le Stade national, que c'est un camp de concentration. Une autre question? Là, il y en a une ici. C'est courageux de prendre la parole. Bonjour, Voilà. c'est pour savoir, quand vous étiez dehors pendant les émeutes, vous étiez dehors et, en fait, c'est pour savoir, est-ce que vous avez eu des problèmes quand il y a eu des émeutes avec votre caméra? Oui, toujours c'est compliqué le tournage dans un pays qui commence à faire une révolution. Parce qu'il y a aussi les adversaires d'Allende qui sont très violents
Et on a passé des moments difficiles, très difficiles. Une fois dans une camp de camionneurs, ils sont très agressifs. Et des camionneurs, oui, c'est ça, des camionneurs. Les propriétaires des camions. Et donc c'est difficile de tourner avec une caméra dans la rue, hein, non seulement au Chili. Aujourd'hui, il faut être attentif avec une caméra parce que quelqu'un te peut couper ou te la fait voler la caméra. Donc c'est un tournage risqué dans quelques moments, oui, c'est comme ça. Une autre question? Hop, là il y en a une. Et derrière après. Je voulais vous demander, est-ce que des hommes politiques de l'époque ont pu voir votre film, tel que Salvador Allende? Est-ce que Allende avait vu le film? Est-ce qu'Allende a vu le film? Je ne sais pas. Peut-être non. Je pense qu'il est très occupé pour voir un film. Je ne sais pas. Une question juste derrière. Le fait que vous n'ayez pas mis les anti-Salvador dans le film, est-ce que c'était parce que c'est un oubli ou bien c'est vous qui avez choisi de ne pas les mettre? Oui. Il a juste dit que c'était un message de propagande, il n'a pas dit pourquoi. Dans ce film-là, je suis tellement enthousiasmé par le programme d'Allende et par la mobilisation populaire que j'ai laissé dehors les autres. Mais dans les films suivants, qui c'est une trilogie, ça veut dire 3 films, hein, chacun de 80 minutes, je montre très clairement l'organisation de la droite contre Allende. À cette époque-là, je n'ai pas la maturité pour mon premier film, pour me rendre compte, pour faire une analyse politique. Je suis dans l'enthousiasme et non dans l'analyse. Après, oui, heureusement. En même temps, dans ce film, il y a plusieurs moments où quand même il y a quelque chose autour des... D'abord, il y a cette séquence au début où on voit les gens qui vendent aux enchères, qui vont récupérer leur argent à la banque. Il y a quand même une séquence comme ça qui montre que les gens qui sont riches, ils sont inquiets. Il y a cette séquence-là. Ensuite, il y a la séquence du propriétaire du charbon, où il y a ce commentaire où on raconte la riche famille propriétaire des mines de charbon et tout ça. Donc il y a quand même il y a une dialectique quand même. On voit ça, puis après on voit les ouvriers du charbon. Et enfin, il y a cette séquence où il y a les femmes bourgeoises qui manifestent dans la rue. Donc il y a quand même... Dans ce film-là, tu dis que tu es dans l'enthousiasme et tu filmes surtout les réformes et le peuple, mais quand même il y a 3 séquences comme ça qui montrent que le pays est partagé, que la droite est très vite mécontente et le fait savoir, et le commentaire français est extrêmement clair à ce sujet-là. Alors je ne sais pas si ton commentaire et le commentaire espagnol l'étaient autant, mais là pour nous, spectateurs français, on voit très vite que face aux réformes, aux nationalisations et au peuple, la droite bourgeoise qui a gouverné le pays depuis toujours se sent en difficulté et à la fois a peur, devient violente et quand même est assise sur des richesses et sur des privilèges qui ne sont pas prêts à abandonner. Oui, tu as raison. Il y a aussi une autre séquence où un propriétaire de terre il donne les terres à l'État. Oui, c'est vrai. Et que les ouvriers sont très contents, les ouvriers de la campagne. Et, oui, c'est vrai qu'il y a des références de quelques séquences avec la droite, mais presque toujours sont des séquences d'ironie. J'ai fait ça parce que j'ai l'intention de ridiculiser à cette classe, mais je ne montre pas son vraie organisation qui est derrière. Donc c'est ça à mon avis le problème. Mais tu as raison, il y a des moments où la droite est là. Oui. Encore une question?
Bonjour. C'est pour savoir, les montages et tout, vous avez fait sur place ou pas? À quel endroit est-ce que tu as monté quand tu étais encore au Chili ou tu as monté ailleurs? Non, j'avais monté au Chili même. J'avais fait un voyage à Buenos Aires pour faire le blow-up, l'ampliation, les process 35 mm. Mais tous les process de son, de montage, c'est à Santiago. Oui. Et ensuite, cette version-là est venue en France et Chris Marker, le cinéaste Chris Marker, avec son équipe, a fait la version française. Et toi, tu avais vu cette version française à un moment ou pas? Non, je l'ai vu après le coup d'État. Je suis invité par Chris à Sloan. Et là-bas, on a fait la première projection. Et j'avais pris connaissance du travail de synchronisation en français. Et j'étais content parce que c'était bien fait. Et le texte, presque, c'est très respectueux de mon texte original. Mais Chris a mis aussi d'autres choses par ici et par ailleurs dans le film pour la meilleure compréhension en France. Encore une question? Alors il y en a une devant aussi. Allez-y. C'est une question quelle était la position de l'Église envers les réformes? Au Chili, quelle était la position de l'Église? On voit que le film est coproduit par l'école de cinéma de l'Université catholique. Envers les réformes. Comment? Envers les réformes. Les réformes, oui. Oui, il y a un secteur de l'Église catholique au Chili très proche à Allende. Ça, c'est une chose étonnante. Mais l'Église catholique chilienne, c'est très progressiste, avant Allende aussi. Et jamais a été une église traditionnelle, par exemple avec les divorces, avec quelques problèmes de société, que l'église toujours est là. Par exemple, à l'époque là, il y a l'église argentine qui interdit les bikinis, hein, les deux pièces dans les plages, parce que c'est scandaleux. Mais l'église catholique chilienne toujours a été ouverte à ce changement de la société. Donc il y a un petit morceau, un tiers, qui est avec Allende. Oui. Une autre question? Oui, j'étais très ému par le film quand on voit toute cette joie et cette participation. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que, avec la situation présente dans le monde, où on a besoin un peu de ce genre de participation, évidemment. Il se passe beaucoup en Amérique latine. Est-ce que vous êtes en train de faire d'autres films sur la situation dans le monde aujourd'hui? Ou particulièrement, je sais que la nostalgie de la lumière, c'était aussi un peu sur ces sujets, mais est-ce que vous êtes en train de faire autre chose maintenant sur ces sujets? Oui, j'ai beaucoup d'intérêt dans cette thématique en général. Mais, par des raisons peut-être égoïstes, je travaille tout le temps avec la problématique chilienne. J'avais fait Le cas Pinochet, que c'est le jugement de Pinochet à Londres, et Salvador Allende, que c'est un film dédié à Salvador Allende aussi, bon, vous connaissez. Donc la bataille du Chili aussi, la mémoire ostinée, c'est quand je reviens au Chili pour rencontrer les vieux personnages de la bataille du Chili, etc., etc. Je suis très touché par ce moment au Chili, et je pense qu'il faut faire, non, si je suis chilien, il faut faire cette thématique jusqu'à la fin. Il faut être dans cette ligne jusqu'à la fin, parce qu'au Chili, tout le monde a oublié cette chose-là. Et c'est un pays amnésique. Donc il faut lutter au Chili jusqu'à la fin pour continuer. Pour les autres pays, il y a d'autres cinéastes, français, européens ou algériens, etc., palestiniens, et ils sont chambres. Mais je n'aime pas être un cinéaste pour, comme dire, et ça c'est le cas de Jody Stevens, par exemple, qui a tourné la révolution chinoise, la révolution vietnamienne, les mines belges. Il est dans tous les fronts de combat à Cuba, et c'est le même cas de Chris Marker aussi, dans un monde où la télévision n'existait pas. Mais maintenant, non, je pense qu'on peut prendre une spécialisation, parce que la télévision couvre toutes les choses. Ça c'est mon point de vue. Et en tout cas, les choses qui me passionnent plus que l'Amérique latine,
c'est l'après-dictature franquiste. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'avais vécu beaucoup d'années en Espagne et je connais très bien l'exil français et par exemple, faire un film sur les Espagnols qui habitent la France, ça me passionne. Mais je ne sais pas si je le ferai dans le futur. Jamais on peut savoir si on est cinéaste indépendant. Et ça me passionne, mais les autres problèmes, non. Je pense que oui, ça m'intéresse bien sûr, mais en tant que citoyen. Mais je serai centré au Chili jusqu'à la fin. Une autre question? Oui. Il faut lui poser la question, vous avez quel âge quand vous avez tourné ce film? 28 ans. 28 ans. C'était une autre question, c'est que est-ce qu'il y a eu des morts ou des blessés pendant ces émeutes? Dans les périodes du film, non, parce que dans cette période-là, la droite ne s'est pas réveillée encore. Mais dans les années suivantes, la 72, 73, oui, il y a des morts dans les rues avec cette situation de guerre civile qui commence. C'est une guerre civile larvée qui commence à sortir. 72, 73. Oui. Il y avait par exemple un groupe de soldats qui sortent à la rue et tuent 30 personnes dans une matinée 3 mois avant le coup d'État. Ça a été terrible, un massacre. Oui, les années 72 et 73 ont été des années où il y a eu pas mal de morts, et évidemment au moment du coup d'État il y a eu énormément de personnes qui ont été tuées, et ensuite pendant la dictature de Pinochet beaucoup de personnes sont mortes, dont on déterre de plus, enfin on n'arrête pas de déterrer les cadavres de ces personnes qui ont été tuées par Pinochet après le coup d'État. Une autre question? Alors moi j'aimerais bien que ce soit une fille qui pose une question, parce que pour l'instant j'ai donné le micro qu'à des garçons. Là il y a une jeune fille qui veut poser une question. Là, devant. Voilà. Bonjour. J'aimerais savoir, quand il y a eu les émeutes, pourquoi vous n'avez pas repris votre caméra pour filmer ce qui se passait? Mais à quel moment? Après, quand il a eu fini de tourner les 3 ans et qu'il y a eu les émeutes. Alors, pendant la bataille du Chili, ils ont tourné les émeutes. Il y a même un chef opérateur qui est mort, et on voit dans ce film-là la bataille du Chili que vous pouvez voir en DVD. Je vous invite à demander à vos professeurs de vous montrer l'ensemble du film. Il y a même un chef opérateur qui se fait tuer pendant qu'il filme. Ensuite, ils ont dû partir, et Patricio a dû partir en exil pour pouvoir monter le film et pour aussi sauver sa peau. Peut-être tu peux dire ça. Oui, dans la... Et qu'il se passe quelque chose, et qu'on est cinéaste, bien évidemment, l'élan de vouloir filmer est très grand, mais je voulais lui demander s'il se souvenait dans quel état d'esprit il a engagé ce film, qui est la première année, et puis ensuite qui a le film, Patricio a continué à tourner pendant le gouvernement Allende, et donc ça a donné la bataille du Chili. Dans quel état d'esprit il était pour faire ce film, et comment il s'est organisé pour pouvoir tourner quelque chose qui est une chronique où on a l'impression que tout se passe en même temps et qu'il est à tous les endroits en même temps. Alors, oui, t'entends. Je viens de sortir d'une école de cinéma à l'époque-là, et je suis très enthousiaste pour le gouvernement d'Allende. C'est la première fois que Chili a été gouverné par un gouvernement socialiste de gauche, et j'ai pensé que le meilleur projet pour commencer ma carrière, c'est mon premier film. Et c'est faire un film documentaire qui montre l'enthousiasme, la participation des gens en général. Non un film de dirigeants ou de parlementaires
de le même Allende, sinon un film de la masse même qui est dans les rues, enthousiaste, qui marche, qui chante. Et c'est ça que j'avais fait. Le premier film, on ne pense pas si sera bon ou mauvais, bien ou bon ou mauvais. Sinon qu'on parte parce que l'action de la réalité te pousse à travailler dans ce sujet populaire, massif, etc. C'est un typique film de cinéma vérité, mais en Chili, on ne connaît pas le cinéma vérité. On a vu qu'un film de cinéma vérité, mais ça n'importe rien. C'est le même enthousiasme qui règne dans tout le monde avec les petites caméras et les succès qui passent dans la société. Oui, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu peux partir avec une petite caméra et que tu peux filmer. Et puis, comme je vous l'avais dit avant la séance, Catherine Roudet, qui est donc chercheure en histoire du cinéma, qui nous fait un peu un point sur, au moment où le film a été montré en France, a été utilisé par des cinéastes français comme objet aussi de propagande. Qu'est-ce qui se passait en France à ce moment-là? Voilà. Je sais que vous avez préparé des questions pour Patricio, mais avant de vous laisser la parole, je vais peut-être demander à Patricio de nous raconter un peu comment... Parce que quand on vit dans un pays... Avec une équipe de 3 personnes. C'est moi-même comme réalisateur, un ingénieur de son qui est en même temps producteur, et un caméraman qui a 18 ans. Et c'est son premier long métrage aussi. Et on a une petite caméra à reflex et un petit enregistreur qui s'appelle Perfecton, c'est comme les nagras. Et on a un petit budget pour faire des petits voyages dehors Santiago, mais tous les films c'est pratiquement à Santiago du Chili. Ce n'est pas un film analytique, c'est un film enthousiaste, c'est un film de participation et je suis enthousiasmé de faire